Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite FAQ les amis, FAQ du début de saison. Demain on fera la FAQ des 60 000 abonnés, mais là aujourd'hui c'est la FAQ par rapport à vos questions sur le début de saison ou cette saison, qu'est-ce qui peut se passer, comment vous voyez les choses, comment moi je les vois. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. J'avais mis donc une boîte à questions sur Instagram en story, comme je le fais souvent après les matchs. Donc vous avez été nombreux à me poser des questions, je vais essayer d'en prendre un maximum. Je vais essayer de répondre le plus naturellement possible, le plus sincèrement possible et en freestyle comme souvent. Rien n'est préparé quoi, tout est naturel. Bon, ce qu'il faut savoir aussi avec cette boîte à questions, c'est que je l'ai posté après la défaite contre Monaco. Donc faut voir les questions, je pense qu'il y en a qui étaient pas contents, qui étaient un petit peu, c'était un peu à chaud tu vois. Peut-être des questions un peu qui crient à la catastrophe, je ne sais pas. On va découvrir ça ensemble, j'ai pas trop regardé, j'avais checké un petit peu mais voilà. Donc on y va, on démarre direct avec ND Taha qui dit quel avenir et quel positionnement pour Gundogan la saison prochaine. Perso, je le vois en 10. Alors, quel avenir et quel positionnement pour la saison prochaine, déjà c'est une bonne question parce que on peut évidemment se poser la question. Déjà, comme je l'ai dit la dernière fois, ce qu'on a vu en pré-saison, c'est que on ne jouait pas forcément avec un numéro 10. Le seul moment où on a vraiment un 10 entre guillemets qui se voit clairement, c'est quand on défend en fait. Quand on défend, on a notre numéro 10 qui presse avec l'attaquant et on défend en 4-4-2. Mais là, avec ballon, ce qu'on a vu pendant la pré-saison et pendant le trophée de Gamper, c'est qu'on jouait en 4-3-3 pour la plupart du temps. Alors des fois, selon l'animation, t'as un des milieux qui redescend dans le double pivot pour apporter une solution un petit peu. Mais sinon, ce qu'on voit souvent quand on a le ballon, c'est quand même un 4-3-3 assez clair avec un 6, un pivot en point de basse. Donc concernant Gundogan, est-ce qu'il va jouer en 10? Alors, je pense que oui, il aura ce rôle-là. S'il devait jouer en 10, il aurait ce rôle pour défendre aussi. On l'a vu dans l'analyse de Monaco. On en a parlé aussi. Gundogan sans ballon, concernant le pressing. Défensivement, tout ça, c'est compliqué. Gundogan, il faut qu'il y ait un certain équilibre parce qu'avec ballon, il apporte quand même son intelligence de jeu, sa qualité de passe, tout ça. Mais sans ballon, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il défend pas spécialement. Alors, quand il a joué dans le double pivot la saison dernière, il défendait pas spécialement. Quand on avait un double pivot, Gundogan, Frenkie de Jong, ça ne défendait pas. Donc c'est pour ça qu'on a envie de le voir plutôt en 10, tu vois, un rôle un petit peu plus haut sur le terrain. Maintenant, voilà, je pense que comme je l'ai dit, on jouera pas forcément avec un 10, donc à ce moment-là, la question se pose pas trop. Il a joué en pré-saison d'ailleurs en seul pivot, un point de basse à la place de Bernal dans le dernier match je crois, et sinon, ou alors dans l'avant-dernier match quand il est rentré contre le Real peut-être, je sais plus exactement quel match c'était. Sinon je pense qu'il jouera plus haut sur le terrain, milieu intérieur on va dire. Je pense qu'il aura ce rôle, et si on devait jouer en 4-2-3-1, je sais pas s'il jouerait dans le double pivot parce que rappelez-vous, je l'ai déjà dit, mais Flick il avait, quand il était sélectionneur de la Mannschaft, il avait mis Gundogan dans le double pivot. Gundogan ne jouait pas en 10, que je pense que quand même il est mieux en 10 que dans le double pivot, parce que dans le double pivot, même s'il il va t'apporter dans les sorties de balles, il défend pas quoi. Ensuite on a Esteban qui dit: je pense que samedi le Barça jouera mieux parce que l'intérêt du match sera pas le même, mais ça fait peur. Je suis d'accord, je pense que la Liga ça sera pas la même motivation chez les joueurs, ils ont envie de bien démarrer tout ça, je pense. Là c'était un match amical, mais quand même comme tu dis, ça fait un peu peur dans le sens où moi je l'ai dit, le résultat voilà, je m'en fous un petit peu, c'est un match amical, mais plus le résultat, c'est un peu ce qu'on a vu sur le terrain qui fait peur, je trouve. On a vu une équipe qui avait pas spécialement envie de presser, tout ça. C'est que le début de saison. Et si on montre déjà des signes de joueurs qui n'ont pas envie de faire les efforts, là, ça peut inquiéter. En plus, tu prends 3-0 à domicile contre Monaco, c'est quand même, voilà. On peut dire que ça fait un petit peu peur. Parce que les joueurs, il n'y a eu aucune révolte non plus sur le terrain. On prend un but, on prend 2 buts, on prend 3 buts. À aucun moment, tu as une équipe qui se réveille et qui essaie de faire bouger les choses. Ça, c'est un petit peu inquiétant. Et moi, ce que j'ai ressenti aussi au stade, c'est un peu l'inquiétude ou peut-être la peur ou peut-être le mécontentement des supporters. Parce que ça a sifflé de fou au stade. Franchement, je suis pas allé voir 1 million de trophées Gamper, les gars. Depuis que j'habite ici, je suis allé voir 3 du coup trophées Gamper contre les Pumas, l'équipe mexicaine où il y avait Daniel Alves là, avant qu'il aille en tôle, et Tottenham la saison dernière, donc à Montjuic, et là du coup Monaco.
Donc c'est très rare quand même qu'une équipe que le Barça se fasse siffler comme ça. Même en Liga, hein, c'est déjà arrivé que le Barça se fasse siffler par ses supporters quand ils sont pas contents et tout. Hein. On se rappelle du match en Villarreal, des trucs comme ça. Là, tu peux y aller. Mais là, c'est le début de saison. C'est un match amical, Trophée Jumper, c'est tranquille. Tu vois, il y a pas de pression. Vous inquiétez pas, les gars. Et quand même, les supporters sifflent les joueurs. La saison, elle démarre difficilement. Je dis pas que c'est une catastrophe, je dis pas que c'est la crise, mais tu démarres quand même du mauvais pied, la saison. Ensuite, on a Lionel qui dit Ferran Torres, à quoi il sert? C'est une bonne question. Son entrée, elle était bien mauvaise. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. De toute façon, Ferran Torres, les gars, il y a rien de spécial à dire. Hein. Le mieux, ça serait qu'il soit vendu, mais ça a pas l'air on n'a pas l'air de se diriger là-dessus, donc je sais pas quoi vous dire. Moi. C'est un sujet qui m'intéresse pas spécialement. Parler de Ferran Torres constamment, vous dire que il devrait quitter le club, qu'il a pas le niveau, qu'il montre pas. Oui, bon, voilà, on tourne en rond au bout d'un moment. Il y a plus grand-chose à dire. Hein. Ensuite, on a El Cineo qui dit vivement le retour de Pedri, Fermin et Olmo. Sinon, c'est le top. Bernal un peu moins, c'est normal. À 17 ans. Ouais, Bernal, il a été un petit peu fautif. Il a fait une première dinguerie qui a failli nous coûter un but, mais il y a eu hors-jeu. Et puis il avait été revenu tacler un petit peu. Et après, la deuxième erreur, c'est on se prend un but direct. C'est Nigo qui lui fait la passe. Il regarde pas, il prend pas l'information des deux côtés. Il prend l'information que il se retourne d'un côté. Et voilà, on prend le premier. Je crois que c'est le premier but qu'on prend là-dessus. C'est normal à 17 ans, oui, parce que Bernal, il a beaucoup de choses à améliorer. Bernal, il a fait une très bonne pré-saison. Il a montré de belles choses. Franchement, il a un gros potentiel, Bernal, mais c'est encore un jeune joueur et il a encore énormément de choses à améliorer. Je pense que certains supporters se font leur avis sur des matchs amicaux et ont très peu vu le joueur en fait avec la B. Du coup, ils ont un avis un peu biaisé parce qu'ils se disent bah lui c'est un monstre, tu vois. Bernal c'est un monstre, c'est un pivot machin. Quand tu regardes le Barça B la saison dernière, il a pas joué en pivot, c'était Casado et il jouait dans le double pivot avec Casado, mais lui c'était le joueur le plus offensif du double pivot. Il montait un petit peu et Casado restait en pivot. Là c'est l'inverse. Donc voilà, il y en a qui font des conclusions sur les joueurs, mais Bernal pour moi n'est pas encore totalement prêt à vraiment jouer en équipe première. Il faut encore qu'il s'améliore dans pas mal de domaines. Ensuite on a Naël qui dit le niveau technique était exécrable, si Flick est satisfait de ce double pivot, on est mort. Ouais, après les gars, le double pivot il a beau être satisfait ou pas satisfait, il y a la moitié de l'équipe qui est blessée de toute façon, donc là concrètement ce qu'on a de disponible, soit on met Christensen dans le double pivot, ce qui est possible, ça se trouve il va faire ça Flick. Il avait déjà fait en pré-saison, on avait testé Christensen en pivot avec je crois Casado, ça avait pas bien fonctionné parce que Christensen au niveau des passes et tout, c'est compliqué, il va pas casser des lignes et tout ça, il apporte pas trop de solutions avec le ballon, on en a déjà parlé tout ça. Donc pour le reste, tu veux mettre qui? Frenkie n'est pas disponible encore, Pedri pour l'instant non plus, Eliavi non plus. Donc là t'as Gundogan qui est disponible, t'as Bernal, Casado, mais les gars aussi ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que on va repartir avec la Liga, fini les matchs amicaux, et donc fini les matchs avec 11 joueurs de la B. Les joueurs qui ne sont pas inscrits en équipe première, bah, on pourra pas tous les faire jouer les mecs. Vous rappelez-vous, c'est 3 joueurs je crois, hein, c'est 3, je sais plus à force, mais il me semble que c'est 3 joueurs de la B maximum sur le terrain en même temps. Donc si on met Casado, si on met Bernal, le reste, ça va être tendu, il restera plus beaucoup de place quoi disons. Ensuite on a Anafi Adel qui dit j'ai peur pour cette saison, ça va se répéter encore. Écoutez, on est la saison n'a pas commencé. Après, comme j'ai dit, voilà, la boîte à questions était juste après la défaite. Bon, voilà, comme j'ai dit, peut-être que certains peuvent réagir à chaud. Mais je sais pas si la saison va se répéter, tout ça. Après, est-ce qu'on va avoir les mêmes problèmes? C'est-à-dire, est-ce qu'on aura toujours des joueurs qui seront inefficaces devant? Est-ce qu'on aura toujours un gardien qui n'est pas toujours au niveau dans les cages? Est-ce que on aura toujours des blessés? C'est ça la question. Parce qu'on a beau changer de coach et ça peut peut-être un petit peu rebooster cette équipe, mais ça va pas effacer tous nos problèmes qu'on avait la saison dernière, je pense. Ça va pas, comme je l'ai dit la dernière fois, Lewandowski va pas se mettre à claquer 50 buts dans la saison d'un coup, du jour au lendemain, parce qu'on change de coach. Il va pas gagner en efficacité. Il va peut-être être mis dans les meilleures conditions pour marquer. Mais si derrière il joue encore pareil, Lewandowski, j'ai l'impression de tomber toujours sur Lewandowski, mais il y en a d'autres. Hein. C'est pareil pour Ter Stegen. Si à chaque fois qu'il y a un face-à-face, Ter Stegen il est comme ça, il bouge pas, ça va être compliqué. Enfin bref, j'ai l'impression qu'on a changé de coach, certes. On a l'impression que cette équipe, collectivement, elle a un peu changé de 3 trucs.
évidemment, mais je demande à voir sur le long terme aussi, forcément, parce que, je l'ai dit, les joueurs qui pressent comme ça en début de saison pour faire plaisir à leur nouveau coach, on l'a déjà vu. Mais il faut que ça tienne dans la durée. Si en milieu de saison, ça défend plus, ça presse plus, ça va être très problématique. Il va falloir changer toute l'équipe. Mais il y a des chances que ça se répète, qu'il y ait certains problèmes qui se répètent. Fleet, il pourra pas faire des miracles, les gars. Il y en a plein qui voulaient changer de coach. Ça ne peut pas tout changer. Ça va changer la manière de voir les choses de l'équipe, les approches des matchs, la préparation, tout ça change. Mais il y a des choses que le coach ne peut pas changer. Si le coach arrive et il veut signer des joueurs, on l'a bien vu, on peut pas spécialement signer les joueurs finalement. Ce que l'ancien coach disait la saison dernière avant de se faire virer, c'était que le Barça était dans une passe difficile financièrement. Qu'est-ce qui a changé entre temps? Pas grand chose, hein. On apprend aujourd'hui qu'en fait on va peut-être pas revenir au 1 pour 1, que ça va se faire peut-être le 30 août. Ce qui veut dire que si on n'est pas au 1 pour 1, ça se trouve on va même pas pouvoir enregistrer les nouvelles recrues, ou certains joueurs, on pourra même pas les enregistrer avant samedi, avant le premier match de Liga. C'est quel club, les gars? Qu'est-ce que c'est de ça? C'est un délire, hein. Ensuite on a Ousmane qui dit: est-ce que Deco est un bon directeur sportif pour le Barça? Bon, je pense que non, hein. Je pense qu'on a tous la réponse. Après, je suis pas un spécialiste dans la direction sportive, vous dire que moi généralement je me contente de voir de parler de ce que je vois sur le terrain, chose que je connais à peu près quand même. Mais après, quand ça part en comptabilité, en trucs d'agent, de mercato, de négociation, je vais pas vous dire ouais là il a mal négocié. En plus c'est des trucs vraiment qu'on ne voit pas. Mais de ce qu'on ressent de l'extérieur, on sent que Deco quand même est quelqu'un qui est incompétent, qui n'a pas la qualité nécessaire pour être directeur sportif d'un club comme le Barça. Il pourrait l'être d'un plus petit club, il n'y a pas de problème, je pense. Mais voilà, après Deco, c'était un copain, fallait qu'il vienne quoi. J'avais oublié d'allumer ma belle lumière bleue. Ensuite, question de Aliou qui dit: faut-il faire jouer que les joueurs de la Masia en Liga quand les joueurs de l'équipe A sont nuls? Alors ça serait sympa, mais déjà c'est pas forcément faisable, dans le sens où, comme je l'ai dit, ce n'est pas possible, parce que tu peux pas faire jouer plus de 3 joueurs de la B qui ne sont pas enregistrés en tout cas avec l'équipe première. Puis en plus, faire monter des jeunes de 17 ans, ça a ses limites. Ça peut avoir du bon dans le sens où ça va être les jeunes, ils vont être motivés, ils vont montrer de belles choses, on peut découvrir certains talents, mais faire qu'une équipe de jeunes, bon après j'imagine que tu dis ça comme ça, je sais pas forcément sérieux ou quoi, mais bon, je réponds à la question quand même. Mais tu risques aussi de faire venir certains jeunes trop tôt, et ça les crame un peu, on va dire, ça les crame, pas physiquement, mais tu brûles un peu trop les étapes quoi. Ensuite on a Quentin qui dit: penses-tu que cette équipe peut réellement rivaliser avec les autres? Ça dépend qui tu appelles les autres. Je pense qu'on peut rivaliser avec Retafe, avec Mallorca, avec Osasuna. Ça c'est sûr normalement. Non, je plaisante. Je pense que oui, je pense qu'il y a... Après, ça dépend des équipes. Forcément, quand tu vois d'autres équipes qui sont beaucoup plus avancées dans leur projet, c'est difficile de venir et de dire on va rivaliser avec eux. Manchester City, on a fait match nul contre eux, on a gagné au tir au but en pré-saison, mais on peut pas dire qu'on peut rivaliser avec City en soi. City, ils ont un coach qui est le meilleur coach au monde, et ils ont un projet qui est en place depuis 7 ans, 8 ans, tu vois. Nous, on change de projet, on change de coach comme de chemise. Donc il n'y a pas de continuité. On a une équipe où on a perdu énormément de joueurs qui ont fait notre gloire par le passé, et on n'a pas su renouveler cet effectif concrètement. On l'a renouvelé petit à petit avec certains joueurs quand on voit, enfin, alors après j'ai pas envie de tomber sur certains noms, tu vois, c'est pas un plaisir, mais je veux dire, on est passé de Messi, des Suarez, des mecs comme ça, à d'un coup Memphis Depay par exemple en attaque, c'est un exemple, mais voilà, je sais même pas, bref, il y a plein d'exemples en soi, mais je vais pas juste dire, mais bon, je cite juste Memphis Depay, mais bon, voilà, c'est des joueurs qui devraient pas arriver au Barça normalement. Quand ils sont là, on les soutient parce que voilà, c'est le club, on espère que les joueurs vont réussir pour le bien du club, tout ça, mais en soi, des mecs comme Depay par exemple, ils ont rien à faire au club, ils ont pas du tout le talent pour venir au club, c'est tout. Après on va me dire ouais mais toi non plus tu parles, t'as jamais joué au foot. Oui non mais moi je vais pas signer au Barça quoi. Ensuite on a Riyad qui dit: pour une fois on se fait rouler dessus au Gamper, donc pour une fois on fera une bonne saison. C'est tout ce que je souhaite. Je sais pas si ça fonctionne comme ça, si c'est mathématique. Mais ouais, ça serait bien.
Ça serait bien. Ensuite, on a Olivier qui dit Hola frérot. Hola frérot. Inquiétant comme début, c'est une question, mais vaut mieux pour vite se remettre en place. Ouais, c'est un peu ça, c'est la piqûre de rappel. Je pense que c'est toujours bon avant la saison comme ça de se prendre une bonne tarte dans la tronche et de se dire bon, bah finalement, tu vois, on a fait quelques matchs en pré-saison, c'est bon. On a l'impression que l'équipe elle se repose sur ses lauriers un petit peu. On a gagné nos matchs en pré-saison, on est trop chaud, tu sais. Non, le travail est encore long et je pense que ça, c'est une bonne piqûre de rappel pour dire qu'on est loin de voir la lumière au bout du tunnel. Ensuite, on a la frite qui dit elle va être longue la saison quoi si Flick laisse Lewandowski et compagnie sur le terrain. PS, tu es le meilleur. Merci la fritelle. C'est toi le meilleur. Ouais, elle va être longue. Elle va être longue. Moi, je sais pas à quoi m'attendre cette saison. Au début, j'avais certaines attentes, tout ça. Je pense que je vais rien attendre de cette saison, franchement. Vu comment c'est parti, tout le monde a son avis sur l'équipe, mais quand je vois certains joueurs qui vont être titulaires indiscutables, je me dis de toute façon, les dés sont pipés d'avance, quoi. Parce que tu ne pourras pas gagner contre le Casino. Casino est toujours gagnant. Bon, j'ai quand même passé pas mal de trucs sur Ferran Torres, mais là, j'ai un truc qui me vient, donc je vais y répondre. Il y a Arkissa Barkina qui me dit sérieux, Ferran Torres, c'est juste rien, Lewandowski off. Bon, les gars. Ferran Torres, je sais qu'il a pas le niveau et je vois que tout le monde tombe sur Ferran Torres. Alors, je vais pas dire ça pour le défendre parce que je trouve qu'il est très mauvais et que l'entrée qu'il fait, alors qu'il a quand même pas beaucoup joué pendant l'Euro, c'est pas un truc de fatigue. Il a eu des vacances prolongées aussi parce qu'il a gagné l'Euro et tout ça, il était avec le groupe. Mais c'est pas un joueur qui est pas en forme, Ferran Torres. C'est un joueur qui est tout à fait en forme et qui peut rentrer normalement faire des choses contre Monaco. On peut attendre de Ferran Torres qu'il fasse un bon match ou 2-3 choses de bien. Il est rentré, il a été catastrophique. Voilà, donc ça c'est mon avis, donc il n'y a pas de défense par rapport à Ferran Torres, mais en fait le truc c'est que j'ai l'impression que tout le monde est focus sur ça. Les gars, le problème de cette équipe, le problème par rapport à Monaco, le problème de l'équipe depuis 2 ans, 2-3 ans, c'est pas Ferran Torres les gars. Hein. Si avec que Ferran Torres qui était mauvais, on serait pas dans cette situation. Si c'est juste Ferran Torres qui nous empêche de gagner la Ligue des Champions, qui nous empêche de gagner la Liga et tout, ça serait franchement ça serait pas mal. Ça serait vraiment bien parce que ça montrerait qu'il y a juste un joueur qui sait pas jouer, le reste tout fonctionne et on raflerait tous les trophées sur notre passage. Donc ce focus sur Ferran Torres, je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est juste y en a qui c'est pas méchant ce que je dis hein, mais après c'est naturel, il y en a qui se focus sur des joueurs comme ça pour dire c'est eux les responsables, on va chercher un coupable. Moi je suis tombé sur Lewandowski, donc vous allez me dire tu fais la même chose, mais ça fait beaucoup entre Lewandowski et entre Ter Stegen, mais c'est différent. Ces joueurs là, moi je l'ai déjà dit, je leur tombe dessus parce que c'est des joueurs qui sont censés porter l'équipe. Ferran Torres, c'est pas le cas. Ferran Torres, on s'en fout, c'est un remplaçant, il jouera quelques matchs par-ci par-là. Mais si l'équipe gagne pas cette saison, si l'équipe elle joue mal cette saison, les gars, ça sera pas juste parce qu'on a Ferran Torres dans l'équipe. C'est un problème global. Le jeu, le match qu'on fait contre Monaco, on perd pas parce que Ferran Torres rentre à la fin du match. On le perd parce que cette équipe n'a pas su presser, n'a pas bien défendu et n'a pas été efficace. C'est tout. Ferran Torres est rentré, n'a rien apporté, certes, mais c'est pas uniquement le problème. Il faut pas se focus sur. J'ai l'impression que tout le monde se focus sur Ferran Torres. En gros, c'est lui le problème, les gars. Les gens vont croire que je le défends, mais c'est juste que ce serait occulter tous les problèmes de l'équipe pour se focus juste sur Ferran Torres. C'est comme si la saison dernière on avait dit ouais mais on a trop mal joué, j'avais dit ouais mais non c'est pas de la faute de l'équipe, c'est pas de la faute du coach, c'est de la faute parce qu'on a Marcos Alonso dans l'équipe. Mais les gars, il a joué 3 matchs. Marcos Alonso, c'est forcément pas de sa faute. Il est mauvais. Et je voulais qu'il parte, mais c'est pas de sa faute à Marcos Alonso, le pauvre. Si on a mal joué, c'est collectif. Là, c'est pareil. Si on a perdu ce match contre Monaco, on l'a perdu collectivement. Ensuite, on a Pascal qui dit y a-t-il beaucoup de boulot? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot. Déjà, il y a un gros travail mental à instaurer dans cette équipe pour le staff, le coach, tout ça, quoi. Il faut redonner un petit peu confiance à cette équipe. On avait l'impression qu'ils gagnaient en confiance pendant la pré-saison, mais je le rappelle et je l'ai déjà dit, on avait l'impression qu'ils avaient confiance, qu'ils avaient la rage, qu'ils avaient la dalle. C'était des jeunes de la baie. C'était Casado, Bernal, Pau Vitor, des mecs comme Alex Vaillé aussi, qui se donnaient, tu vois, sur le terrain. Un mec comme Quinn Junior aussi qui a fait une bonne pré-saison, Pablo Torre qui a fait une bonne pré-saison aussi, mais Pablo Torre il a quelque chose à prouver, il a envie de rester, tout ça. Donc tous ces joueurs là c'est des joueurs qui viennent de la baie ou qui seront en baie la saison prochaine ou quoi, et qui montrent des belles choses parce qu'ils ont envie de prouver aussi qu'on peut leur faire confiance. Mais moi ce que j'attends vraiment
honnêtement, c'est de voir les sénateurs. Des mecs qui se la coulent douce sur le terrain toute la saison, c'est eux que j'ai envie de voir, savoir s'ils vont se donner. Et je pense qu'on a déjà eu la réponse avec certains. Mais j'attends de voir les autres qui reviennent. Le retour de Liavi, les gars, j'ai pas de doute. Je sais déjà que ce qui va se passer. J'ai aucun doute sur Liavi. Mais d'autres, voilà, même Ronald. Ronald, on est resté quand même sur une sacrée dinguerie en fin de saison dernière. Après, il s'est blessé là en Copa América, classique. On va voir à son retour aussi s'il nous fait toujours des dingueries ou quoi. Parce que Ronald, tout le monde parle de sa dinguerie contre le PSG, mais il y en a tellement des dingueries de Ronald. Ça aussi, on verra. Donc, j'espère que la mentalité aura changé aussi. Parce que là, on n'a pas oublié la saison dernière quand Ronald, il élimine plus ou moins le Barça à lui tout seul en faisant une dinguerie contre le PSG. Et après, il y a Gundogan qui parle. Ronald n'a pas aimé et il a fallu que Gundogan s'excuse quand même. Il a fallu que le gars s'excuse d'avoir blessé Ronald qui nous a éliminé en Ligue des Champions. Enfin, voilà. Moi, je trouve ça un peu lunaire tout ça. Et déjà, il va falloir changer cette mentalité un peu d'accepter la loose facilement. Chez les joueurs, parce que chez les supporters on est tous on réagit tous différemment, mais on est supporters, peu importe, on s'en fout. Mais les joueurs sur le terrain, faut qu'ils donnent leur vie, faut qu'ils montrent que la défaite n'est pas acceptable pour eux. Déjà il faut changer de cette mentalité là. Donc là il y a du boulot parce que c'est profond, parce que ça fait des années qu'on l'accepte ça. C'est en nous maintenant. La loose elle est en nous et on l'accepte trop facilement. On ne la rejette pas assez fort. Donc ça déjà il va falloir travailler là-dessus et puis après il va falloir travailler sur sur le pressing déjà. Fleet il y a un gros pressing qui veut mettre en place, il faut que les joueurs soient capables de le mettre tout un match. Mais ça, c'est aussi dans la tête. C'est le mental. Parce que physiquement, les joueurs, ils sont quasiment tous prêts à jouer au haut niveau. Mais il faut que mentalement, ils aient envie, ils aient la dalle en fait, de mettre le pressing autant aussi intense pendant tout le match. Il va falloir vraiment faire un gros travail sur le mental des joueurs. Ensuite, on a Sherminator qui dit « Salut Café, je trouve ça dur. Salut Sherminator. Que certains disent que Casado est nul et qu'il faut le vendre. » Je ne sais pas trop quoi dire. J'ai pas envie trop de m'exprimer là-dessus parce que moi, je connais le joueur en fait. C'est ça le truc. Et il y en a qui parlent qui ne connaissent pas le joueur. Moi, c'est ça. Donc, je me dis, est-ce que vraiment ça sert de répondre à certains qui ont vu jouer Casado 3 matchs en pré-saison, surtout qu'il a été très bon. C'est ça le délire. Il a été très bon. Il a été pas forcément très bon contre le Milan, comme toute l'équipe en fait. Mais bon, comme d'habitude, un peu comme avec Ferran Torres, fallait trouver un coupable. On a dit c'est lui Casado. Bon. Si vous voulez, moi ce qui me fait rire dans cette situation-là, je vous avoue, c'est qu'avec certains joueurs en fait, on entend souvent des petites excuses. Par exemple, avec un joueur, on va dire « Ouais mais non, il est mal utilisé, il joue pas à son poste, attendez de le voir à son poste et vraiment vous allez voir ce qu'il va montrer. Ah ce joueur-là, ouais mais non, il joue sur l'aile mais c'est pas un ailier, c'est un attaquant, alors il est pas à son poste. Le coach faut qu'il l'utilise à son poste, c'est mieux parce que là il est mal utilisé, c'est pour ça qu'il joue pas bien. » On entend des excuses comme ça avec plusieurs joueurs. Je ne citerai pas de nom parce que voilà, mais il y a plusieurs joueurs dans cette situation. Lui il est mal utilisé, lui il est mal utilisé. Et Casado qui joue pivot depuis des années avec la B et même avec les équipes de jeunes, s'il a déjà joué un peu plus haut, il a déjà été utilisé latéral droit sous Marquez et tout, même pour dépanner la saison dernière. Mais la plupart du temps il joue pivot et là avec Fleet il joue milieu intérieur, beaucoup plus haut. Il joue pas pivot. Donc il n'est pas utilisé comme d'habitude. Mais on n'entend pas ça. Il n'y a pas de Casado, il est mal utilisé, machin. Les mecs directs, ceux qui ont envie de lui tomber dessus, ils ont envie de trouver un coupable, dire Casado, voilà, il est mauvais, il faut le virer, il faut le vendre. Eh ben voilà, ils chercheront pas d'excuses entre guillemets, ou en tout cas de circonstances atténuantes quoi. Donc ça me fait rire et je pense que aussi en fait il y a beaucoup de supporters qui font des jugements de joueurs par rapport à leur nom. Ils regardent juste le nom et ils se disent ouais lui il a bien joué lui. Alors qu'en fait il a fait un match médiocre tu vois, ou très neutre, très moyen tu vois. Et il y en a un autre qui a pas un nom que les supporters voilà le nom il a pas de nom spécialement connu et ils vont être beaucoup plus durs avec lui. C'est comme ça parce que les gens regardent pas forcément le match en lui-même, le truc qui se passe sur le terrain. Ils regardent les résultats, ils cherchent un coupable. Ah, à un moment donné où le gars il a eu les nerfs dans le match, on est en train de perdre et il y a un gars il a loupé une passe. Ah, c'est lui, genre, tu vois, mais ça n'a pas de sens quand tu regardes tout le match. Voilà. Moi, j'ai pas trop compris les critiques sur Casado parce que je l'ai trouvé plutôt bon. Même contre Monaco, je l'ai trouvé plutôt bon. C'est un des joueurs les plus intelligents de l'équipe qu'on a vu dans la pré-saison là pour le moment. C'est un des joueurs pour moi, c'est mon avis, mais si on me dit tu as tort, ça me dérange pas parce que je sais que j'ai raison. Voilà, c'est un truc sur lequel je ne. Voilà. Même si on vient me dire tu as tort, tu n'as pas raison, c'est pas très grave. Prends pas vraiment compte. Mais je pense que Casado est un joueur parmi la pré-saison là, un des joueurs les plus intelligents qu'on avait sur le terrain. C'est pas pour rien que Flick parle énormément avec lui et lui donne les instructions parce que c'est lui après qui dirige le milieu en fait. Donc voilà, après maintenant, il y en a qui font des avis, comme je l'ai dit, sur des joueurs qui n'ont quasiment jamais vu jouer, qu'ils ne connaissent pas.
grand bien leur face. Moi, je prends pas ces avis en compte. Ça ne m'intéresse pas parce que y en a qui parlent avec de la mauvaise foi ou il y en a qui parlent sans connaître vraiment. Donc du coup, est-ce qu'il faut vraiment prendre ça en compte et avoir un débat ? Pas forcément. Question de Gauthier ensuite, il dit Flick a dit qu'on voit ce qui marchait pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon toi ce soir quoi. Enfin par rapport au match de Monaco. Ce qui n'a pas marché c'est le pressing concrètement. On a mal pressé. En fait il y a plusieurs choses. Je l'ai dit dans mon analyse après, je sais pas si j'étais très clair mais en gros le pressing n'a pas été bon. Devant on a mal pressé, c'est-à-dire Lewandowski a plutôt été mauvais dans le pressing. Quand Gundogan est rentré ça a été assez mauvais les deux ensemble. Ça je l'ai expliqué aussi dans mon analyse. Je l'ai dit comme ça, je l'ai pas forcément montré en image mais bon je l'ai expliqué. Les deux pressent pas très bien ensemble, déjà séparément aussi mais ensemble c'est encore pire du coup pour le collectif. Donc un mauvais pressing, disons un pressing qui n'est pas efficace et une équipe qui se précipite trop, qui joue de manière verticale mais qui n'a pas le temps de se mettre en place. On joue trop vite les ballons, on les balance trop loin, trop vite, trop voilà, sans que l'équipe soit en place et du coup on perd facilement des ballons trop rapidement. L'équipe elle n'a pas le temps, le bloc n'a pas le temps de remonter donc du coup tu peux pas. En fait c'est tout un mécanisme les gars. Ce qu'il faut quand tu vas jouer un petit peu on va dire risqué ou vertical ou tu vas essayer de faire des passes un peu osées, tu vas les faire dans une certaine situation parce que tu as ton bloc qui est haut sur le terrain et qui est bien en place. Faut qu'il soit bien en place le bloc pour de 1 trouver des bonnes solutions pour attaquer et de 2 aussi si tu perds la balle, ton bloc est bien en place pour faire un contre-pressing efficace directement. Tu perds le ballon, au bout de 5, 6, 7 secondes, ton équipe elle presse en bloc, tac, à la perte de balle directement et tu vas récupérer le ballon le plus vite possible pour après attaquer ou pour empêcher l'adversaire d'attaquer. Et si ton bloc donc n'est pas en place, eh bien tu pourras pas faire un contre-pressing efficace. Tes joueurs ils sont trop loin. Si par exemple, tu as tout ton bloc en bas et tu as 2-3 joueurs devant, tu vois, ton bloc il est vraiment espacé. Tu as tes défenseurs, ils récupèrent la balle, ils voient le mec faire un appel devant, il balance un long ballon. Le défenseur il va mettre la tête, il va récupérer la balle, il va l'envoyer pour son milieu qui est devant lui, et ben tes joueurs ils vont pas être en place pour faire le contre-pressing, ils seront trop loin, ils seront en défense avec tous ceux qui ont dégagé et qui défendaient. Et donc on peut pas faire de contre-pressing. Donc du coup on va encore subir. Les joueurs vont les adversaires vont récupérer la balle et attaquer et nous on sera déjà bas. Et puis ainsi de suite, si on récupère la balle, on la balance devant et ainsi de suite, ils vont réattaquer. Donc le but c'est de poser aussi un petit peu le jeu quand on récupère la balle, de faire un petit peu tourner. Le principe de faire tourner, c'est pas juste de faire tourner pour faire tourner aussi. C'est que l'équipe, elle se mette en place. Certains joueurs à certains postes dans certaines zones, tac tac, on remonte un petit peu le bloc, on se fait 2-3 passes, c'est des passes pour de construction mais pour que l'équipe elle se mette en place bien comme il faut, tu vois. Ce que Guardiola il disait, il faut à peu près, alors je sais plus le nombre, je crois que c'est 15 peut-être, un truc dans le genre, je sais plus, mais disons entre 10 et 20 passes, tu vois, histoire que le bloc soit bien en place, les joueurs se mettent bien à leur position et ensuite tu peux commencer à attaquer, tu vois. C'est pas pour tout le monde pareil et tout, il faut pas prendre l'exemple sur Guardiola pour faire pareil avec toutes les autres équipes, mais un minimum quoi. Un minimum. Donc voilà, c'est ça qui n'a pas fonctionné. Dernière question, on va s'arrêter après parce que ça fait long sinon. Dave Le D qui dit le niveau de Baldé est-il la clé de ce système sans vrai ailier gauche? C'est une bonne question Dave. Bon alors c'est du freestyle hein, donc pas préparé tout ça donc c'est difficile à dire comme ça. Ça pourrait faire le sujet d'une vidéo tu vois. Mais oui, les latéraux en général je pense seront aussi un petit peu les clés de ce système là. Parce que déjà quand tu attaques de manière aussi risquée on va dire et t'as une équipe aussi offensive que celle de Flick, on l'avait vu avec son Bayern, il fallait des joueurs qui redescendent très rapidement pour défendre déjà. Parce que c'est bien de bien attaquer, mais si t'attaques vraiment de manière risquée, il faut que tes joueurs aussi puissent défendre derrière, il faut avoir une défense solide avant tout, avant d'attaquer, avant de s'enflammer devant. Déjà il faut retrouver une défense solide de base. C'est ce qu'avait fait Xavi quand il était arrivé, il avait remis une défense solide et puis après fallait poser on va dire ses bases sur ça et après attaquer tu vois. C'est ce que fait Guardiola. Le Guardiola, il travaille principalement surtout la défense de ses équipes, en vrai. Parce qu'il veut d'abord que son équipe elle soit solide défensivement pour après attaquer et les joueurs devant ils soient mis dans les meilleures conditions et après ils fassent les différences à eux tout seuls, tu vois. En gros, comme des grands garçons, quoi. Un peu grossièrement dit, mais c'est à peu près ça. Donc les latéraux, oui, ils vont être clés. Baldé, il va être clé. Là, il est en train de nous montrer qu'il part sur la même chose que la saison dernière. Concrètement, moi, la pré-saison, ce que j'ai vu, alors j'ai trop rien dit sur Baldé parce qu'il revient de blessure et parce que j'attends. Mais concrètement, ce qu'il a montré, moi, je suis pas du tout satisfait. On est reparti sur la même chose que la saison dernière. C'est-à-dire un Baldé qui défend pas très bien.
rien au final en plus. Il faut qu'il prenne plus de risques, qu'il presse plus haut, qu'il aille chercher ses adversaires un peu plus haut, qu'il les colle. Là il reste trop un peu peureux dans sa ligne de défense et il laisse trop d'espace avec les attaquants adverses. Donc voilà, pas très bon défensivement, en tout cas contre Monaco. Et puis après offensivement, des fois il va avoir des petits coups de, pas de génie, mais où il va faire des chevauchées assez folles. Et là il est intéressant, surtout quand il rentre dans le demi-espace, je trouve. Il est plus intéressant quand il rentre dans le demi-espace, Baldé, quand il fait ses courses comme ça dans le demi-espace à l'intérieur du jeu, plutôt que sur le côté où il est enfermé entre la ligne et l'adversaire. Et là je le trouve pas très bon. Bref, oui, Baldé ça va être la clé, mais je pense que le Koundé aussi va être la clé. Koundé pour moi offensivement ça va être un petit problème. Alors heureusement on a Lamine Yamal sur la droite, donc il y aura moins ce problème de se dire il manque d'une animation sur le côté droit, on manque de danger sur le côté droit, parce que Lamine Yamal à lui tout seul peut apporter ce danger là, donc vu qu'il est assez fort pour le faire. Maintenant côté gauche, je sais pas qui va être titulaire. Moi je partirais quand même là, tenté, je partirais avec Dani Olmo à gauche, mais Dani Olmo c'est pas un joueur de débordement, principalement un joueur axial, donc c'est sûr que Baldé va devoir prendre le couloir et apporter un minimum, au moins sans ballon, ou de temps en temps faire des bons centres. Sans ballon, Baldé n'est pas très bon, et dans ses passes et dans ses centres il n'est pas bon non plus. Donc il va vraiment falloir qu'il s'améliore. Il est revenu de blessure, donc pour ça moi je suis patient avec lui, mais ce n'est toujours pas ça, ça ne convient pas. Ses passes elles sont mauvaises et ses débordements ils n'existent pas trop. Des fois il va faire un petit truc, une accélération, il va réussir à passer de vitesse son adversaire, et il va faire un vieux centre. Un centre sur 10 ça fait but peut-être, ou ça fait un bon centre, mais c'est pas assez. Gérard Martin par exemple, c'est un exemple. Je dis pas que Gérard Martin est meilleur que Baldé ou quoi, mais Gérard Martin quand il a joué pendant cette pré-saison, ce qu'on a vu souvent, et c'est arrivé qu'on marque des buts là-dessus. Rappelez-vous je crois que c'est contre City, Gérard Martin il déborde, mais pas trop loin, il est sur le côté, tu vois, bref il porte le ballon et il fait une passe dans l'axe, il trouve un relais dans la zone du numéro 10 quoi, en gros, et il fait la passe et Pau Vitor vient devant le ballon, il la laisse passer pour Pablo Torre, il va se faire un crochet, il tire, croisé, et il marque. Ça c'est un exemple de but sur une passe de Gérard Martin. Mais Gérard Martin il fait tout le temps ces passes là. C'est arrivé très souvent que c'est un peu comme les passes à la Jordi Alba. C'est-à-dire que des fois Jordi Alba il est un peu bloqué dans son couloir et il va faire une passe au milieu de terrain, horizontale, mais Baldé ce qu'il fait trop souvent, c'est qu'il revient, quand il a pas de solution, il revient sur lui et il fait une passe en retrait pour son défenseur. C'est très rare de voir Baldé faire une passe qui vient... je sais pas comment appeler ça, l'expression, mais en gros il fait une passe au milieu de terrain pour un relais, soit le 9 qui redescend demander le ballon, soit le 10, soit un milieu de terrain, j'en sais rien, mais en tout cas quelqu'un dans l'axe, tu vois. Et Baldé ne fait quasiment jamais cette passe là. Gérard Martin en pré-saison il a fait au moins une fois par match, tu vois, voire 2-3 fois par match dans certains matchs, et ça apporte plein de solutions. Cette passe là c'est très simple, j'en sais rien, mais je pense que c'est pas non plus insurmontable, mais faire cette passe là ça t'apporte tellement de solutions que ça fait directement la différence, quoi. Alors je dis pas que Gérard Martin doit être titulaire dans cette équipe, mais je dis plutôt que Baldé devrait essayer de varier un petit peu son jeu et de temps en temps tester des passes comme ça. Jordi Alba il le faisait plein de fois, quand il avait pas de solution il faisait des fois des petites passes comme ça entre les joueurs, quand il était pressé, tac, passe pour les milieux de terrain dans l'axe, et tu trouvais d'un coup c'était la lumière, ça débloquait tout. Il était bloqué et au lieu de faire une passe en retrait, tac, il faisait des passes dans l'axe comme ça, et hop, ça déverrouillait le jeu et t'avais une action qui pouvait se construire assez facilement après. Baldé ça reste très compliqué. Pour moi Baldé il doit vraiment hausser le niveau de son jeu, sinon pour moi c'est peut-être dur comme ça, mais il a pas trop d'avenir au club. Il est très bon dans la vitesse en fait, c'est ça sa plus grande force, mais il faut pas qu'il reste, je l'avais dit la saison dernière en vidéo, c'est bien de travailler, de miser on va dire la plupart de son jeu sur ses qualités, je sais pas si c'est bien dit, mais il joue beaucoup sur sa vitesse parce qu'il a des qualités athlétiques monumentales, il est très rapide, il est puissant, il est explosif, c'est bien, mais il faut pas uniquement rester sur ses acquis, tu vois. Il faut qu'il développe, enfin je pense que de toute façon Dave tu es d'accord, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, il faut qu'il travaille ses autres points faibles pour le coup, parce que sinon il va rester un joueur qui court vite, et c'est tout. Et au Barça c'est pas assez, tout simplement. Donc j'espère qu'il arrivera à se développer plus, c'est tout ce que je lui souhaite, mais là pour le moment c'est pas du tout assez. Et on va avoir des problèmes, on va avoir les mêmes problèmes que la saison dernière sur l'aile gauche, même si on a Dani Olmo qui sera là mais qui sera plus un joueur d'axe, on aura les mêmes problèmes de débordement, de choses, on n'aura pas de danger sur le côté gauche quoi, tout simplement. On se laisse sur ce point assez triste. On se retrouve demain pour la FAQ, les gars des 60 000. Merci à tous encore d'avoir participé à cette FAQ, merci à tous de ceux qui me soutiennent tout simplement. Bonne journée à tous, j'en peux plus. Ciao ciao.